SWTV, ya bilenge, pe pona bilenge ya Congo. Le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un poste de l'UDPS. Les hommes politiques travaillent pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple congolais. Depuis que le président Fachi est là, nous n'attendons rien du changement. Le SWTV, ya bilenge, pe pona bilenge ya Congo. Bien voilà, bonjour et bienvenue sur SWTV Congo et Bilingue. Nous sommes très heureux de vous revoir à travers la chaîne qui fait la promotion de la jeunesse congolaise. Merci pour votre fidélité. Nous sommes là pour faire la promotion de la jeunesse congolaise dans toutes ses facettes. Alors, pour aujourd'hui, nous avons pour vous un leader des jeunes au nom de Francis Moussaka. Avec lui, nous allons essayer d'analyser l'actualité du pays. Bonjour, leader. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour votre présence. Vous avez honoré notre invitation. Merci encore une fois, madame, surtout pour l'invitation également, parce que c'est vraiment une occasion pour moi de pouvoir s'exprimer devant le peuple congolais. Et aujourd'hui, si les gens peuvent retenir quelque chose de vous, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Madame, Francis Moussaka, comme vous venez de dire, d'abord je suis étudiant en deuxième année de droit. Je suis de l'université Révérend Kim et là je suis président des étudiants. Et comme vous le savez, l'université Révérend Kim a des sites, Njil et Lingwala, et nous présidons tous les deux sites, nous représentons les étudiants. D'abord au niveau interne, ça veut dire à l'université et en dehors de l'université. À part ça, nous sommes un acteur politique qui est dévoué à sa nation, qui a un amour sincère pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter une pierre de l'édifice dans la constitution de notre pays. Quel est l'état des étudiants en ces moments de confinement? Voilà. Ils sont inquiets, oui. Les étudiants sont inquiets dans l'optique. Ils pensent déjà à une année blanche. Ils pensent déjà à une année blanche. Pourquoi? Parce que d'abord la communication pose problème de la part de nos autorités du pays. Parce que nous, en tant que les coordonnateurs des étudiants, nous avons également ce rôle de pouvoir aider les autorités. Parce qu'en ce moment ici, nous pouvons jouer un rôle très important dans les cadres communicationnels, parce qu'il y a vraiment un déficit total sur le plan communicationnel et ce qui fait en sorte que les étudiants puissent se poser moult questions de savoir si réellement on va reprendre les activités académiques ou pas. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes optimistes malgré la menace. Merci beaucoup. Parlons alors de l'actualité du pays, en commençant par la destitution de Jean-Marc Abound à l'Assemblée nationale comme premier vice-président. Qu'en pensez-vous à sa destitution? Et si vous pouvez alors rappeler à l'opinion comment cela a été commencé? Madame, oui. D'abord je suis très heureux pour la pertinence de cette question. D'abord, c'est un monsieur que moi j'apprécie bien, sa façon, n'est-ce pas, de mener sa lutte. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Et il était là pour combattre afin que nous puissions, n'est-ce pas, vivre ces changements que nous sommes en train de chercher et jusqu'aujourd'hui. On ne l'a pas encore eu. Voilà. Jean-Marc Abound a été destitué, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi il était destitué? Avant de répondre à la question comment, d'abord c'est pourquoi il était destitué. Parce que il y a son collègue député de MLC, Jean-Jacques Mamba, qui avait estimé les propos que Jean-Marc Abound avait tenus dans une chaîne de radio, que pour organiser les congrès, il a fallu débourser une somme de 7 millions. Alors que les députés nationaux ne touchent pas une somme d'argent et entrée avec, n'est-ce pas, les montants relevés par Jean-Marc Abound. Et
Cette question a dérangé pas mal de députés. C'est pourquoi il a été d'abord invité pour pouvoir s'exprimer dans cette optique, pour dire à l'Assemblée nationale devant les députés nationaux comment les députés, lorsqu'il y a congrès, touchent une somme d'argent qui est moins que ça. Mais lui dit c'est dans les taux de 7 millions de dollars pour pouvoir organiser les congrès. Pendant que les députés ne touchent pas cette somme-là. En tout cas, ils ne voient pas un salaire équivalent à cette somme. À votre avis, à ce point-là, il avait au moins raison d'avoir évoqué ce sujet? Bon, selon les députés, parce que moi je me réfère aux députés, selon les députés, l'honorable Jean-Marc Kaboun n'avait pas raison. Ce qu'il a dit, d'abord je voudrais dire à l'opinion, au peuple congolais, d'abord le fait pour l'honorable Jean-Marc Kaboun de dire que pour organiser un congrès, il faudra une somme de 7 millions de dollars. Sur le plan des droits, cela constitue d'une infraction. Et cette dernière est appelée un faux bruit. Pourquoi un faux bruit? Parce que lorsqu'on prend une fausse information pour l'étaler à la face publique, plutôt à la place publique, cela constitue un faux bruit. Surtout si cela est fait dans l'optique d'alarmer ou bien de stimuler la population pour pouvoir, n'est-ce pas, menacer l'autorité publique qui est établie en droit. Ça constitue une infraction de faux bruit. Donc j'aimerais dire ici qu'en dehors même de l'action que Jean-Jacques Mamba avait initiée à l'Assemblée nationale, s'il y avait également une action judiciaire contre l'honorable Jean-Marc Kaboun, j'allais dire, en tout cas, je vous assure que ce dernier peut également être arrêté. Et pensez-vous que la procédure de la destitution a été bonne? Bon, dans une certaine mesure, ce n'était pas bonne. S'il faudra, n'est-ce pas, se référer à la requête de Jean-Marc Kaboun, dans une certaine mesure, la procédure n'était pas vraiment bonne. Mais j'aimerais encore une fois rappeler ici que déjà la Cour constitutionnelle avait rendu son arrêt et qui ne fait objet d'aucun débat. Mais déjà dès le départ, la procédure n'était pas vraiment bonne. Pourquoi? Parce que selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, lorsque un député est l'objet, n'est-ce pas, d'une mention, d'une sanction, il faudra d'abord commencer par écouter ces derniers. C'est ce qu'on appelle en droit les droits de la défense. On ne peut pas punir quelqu'un sans pour autant écouter sa version des faits. Bon, Jean-Marc Kaboun a estimé qu'il a été sanctionné sans pour autant qu'il soit, n'est-ce pas, écouté. Ça c'est de 1. De 2, il dit, les jours de sa destitution, l'auteur de la pétition n'était pas présent. Or, selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il aurait dit que l'auteur de la pétition soit également présent. Lui-même aussi n'était pas présent. Qu'est-ce que dit la loi? Oui, lui-même aussi n'était pas présent, mais au départ, c'est lui qui a initié l'action, devrait être là. Lui également devait être là. Pourquoi? Mais il était détenu, Jean-Marc Mambo, il était détenu. Oui, il n'était pas là parce qu'il était... pour laquelle il était absent lors de la destitution de Jean-Marc Mambo. Mais dans ce sens, le bureau de l'Assemblée nationale les signataires étaient présents. Les signataires de la destitution étaient présents. Oui, les signataires étaient là présents. Oui. Mais l'auteur, l'initiateur, c'est lui qui a initié parce que c'est celui qui maîtrise l'esprit de sa pétition. Il a initié. C'était Jean-Jacques Mamba, il n'était pas là. Il était détenu. Oui, il était détenu, c'est pourquoi je voulais dire. Il était vraiment urgent pour l'Assemblée nationale de procéder au vote au moment où l'initiateur de la pétition était aux arrêts? Moi je crois que c'était non. Il faudra, comme les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale dit que lorsque
une pétition a été, n'est-ce pas, initiée contre un député et que l'auteur de cette dernière n'est pas là présent, il n'y a pas moyen qu'on puisse, n'est-ce pas, se prononcer là-dessus. Il aurait dit que l'Assemblée nationale puisse reporter cette plénière en vue d'avoir la présence, n'est-ce pas, de l'initiateur de la pétition. Le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un poste de l'UDPS. En tout cas, je ne vois pas comment nous pouvons continuer à assister, n'est-ce pas, à une sénate. C'est un poste de l'UDPS bien sûr, mais tous les leaders ne sont pas comme Jean-Marc Kabound. Madame, il ne s'agit pas des leaders. Tous les militants, disons par exemple. Est-ce au sein de l'UDPS un homme compétent, c'est seulement Jean-Marc Kabound? Moi je crois non. L'UDPS a beaucoup d'hommes compétents. Est-ce le choix que l'autorité morale de l'UDPS ou bien du CACH a fait sur la personne de Madame Patricia Seya? C'est un mauvais choix? Le choix d'abord de l'UDPS sur Jean-Marc Kabound, disons par exemple que c'est par reconnaissance par rapport à sa lutte à l'UDPS. Les postes là, moi je pense que ce n'était pas par rapport à la reconnaissance des salides. Les postes là, c'est parce que il avait d'abord mérité. Il avait mérité, oui on peut dire, par rapport au combat qu'il avait mené, oui. Il avait mérité ces la reconnaissance postes-là. Par rapport au combat. Il a mérité ces postes-là, mais il s'est posé un problème, il s'est posé un souci dans le sens que au niveau du bureau, il faudra, n'est-ce pas, maintenir, garder un climat de paix, un climat de confiance. Oui. Vous voyez, déjà, dans une société, lorsqu'il n'y a pas, n'est-ce pas, comment je peux dire, lorsqu'il n'y a pas la tranquillité, un climat de convivialité entre les membres du bureau, vous ne voyez pas qu'à tout moment, le bureau va connaître des problèmes. Alors, pour éviter ce genre de choses, il faut faire quoi? Il faut extirper l'élément qui, à tout moment, pose des problèmes. C'est pourquoi les députés ont voulu, n'est-ce pas, destituer l'honorable Jean-Marc Kabound. Et par là, je suis en train de dire que ces postes-là reviennent à l'UDPS. Et au sein de l'UDPS, l'homme compétent, ce n'est pas seulement Jean-Marc Kabound. Moi, c'est ce que je viens de dire ici, je l'aime bien. Mais il n'est pas le seul qui est compétent. Je suis en train de dire déjà que le choix du chef de l'État sur Madame Patricia Seya, moi je crois que c'est un choix réfléchi, c'est un choix intelligent. Le chef de l'État qui est l'autorité morale du CACH de l'UDPS, il a estimé que Madame Patricia Seya peut faire mieux comme l'honorable Jean-Marc Kabound a fait lorsqu'il était là. Donc nous sommes censés aider le pays à avancer. Je vais vous rappeler une chose, madame. Vous savez, notre pays, depuis 1960, même si vous lisez, donc vous pouvez lire dans l'exposé des motifs de notre constitution, notre pays depuis 1960 fait face à des crises récurrentes. Et l'une des causes de ces crises, c'est la crise de légitimité au niveau des institutions. Vous voyez, et moi je pense que les comportements de l'honorable Jean-Marc Kabound nous amènent dans cet angle-là. Il nous donne des crises institutionnelles. Il nous donne l'impression comme si nous sommes en train de continuer. En fait, depuis 1960 jusqu'aujourd'hui 2020, la RDC est en train de faire un cercle vicieux de crises institutionnelles. Or, le temps est venu de construire le Congo parce que cette construction a été déjà commencée par quelqu'un. Depuis, je crois, 2001, la personne, c'est le président Honoré Joseph Kabila Kabange. Il a pris le pays vraiment dans les niveaux où le pays était, dans des circonstances, dans une situation très difficile. Mais il a fourni d'efforts, il a rassemblé les leaders de l'époque, les Jean-Pierre Bemba, les Robert Roy, ils étaient nombreux. Il a pu rassembler pendant qu'il était encore jeune pour amener le Congo là où nous sommes aujourd'hui. Et ce processus devrait continuer.
Mais moi, je suis désolé de constater que certains dirigeants politiques, certaines autorités politiques veulent nous faire voir que la RDC est en train de continuer toujours dans des crises. Au moment où le peuple congolais attend comment ils vont manger, les manger est difficile, attend un changement. Parce qu'on a mené la lutte, depuis longtemps pour bénéficier d'un changement, pour obtenir un changement dans notre pays. Et l'avènement du président Félix est arrivé, mais on ne sent rien de concret. On dort, on se réveille, il y a telle personne qui est restée en justice. On dort, on se réveille, il y a telle personne contre telle personne qui se chamaille sur un poste, sur telle chose. C'est pourquoi nous sommes en train de dire les hommes politiques travaillent pour leurs propres intérêts. Voilà. Pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que nous sommes déjà dans la deuxième année depuis que le président Fachi est là. Nous n'attendons rien du changement. Le peuple continue à accroupir. Le peuple continue dans la désolation, dans la misère, dans des souffrances. Maintenant, on se pose la question, les combats que nous avons menés, les combats qui ont fait en sorte que beaucoup de jeunes puissent perdre leur vie. Il y a des Rossi Mukendi que je connais, que j'avais connu plutôt personnellement. Il y a des Thérèse Kapangala. Il y a beaucoup de jeunes que nous avons connus et ce que nous n'avons pas connu, qui ont perdu leur vie afin que nous puissions, n'est-ce pas, obtenir les changements. La Cour a déjà rendu son arrêt de principe. Il a confirmé la destitution de l'honorable Jean-Marc Kaboun. Et j'aimerais ici demander à l'honorable Jean-Marc Kaboun et à tous les militants de l'UDPS. Nous avons tous lutté, nous avons tous combattu afin d'obtenir le changement. Et nous avons besoin de vous. Dans quel sens? Vous devez aider le Congo à aller de l'avant. Le poste qui est resté, ça appartient à l'UDPS et non à Jean-Marc Kaboun. Vous devez accepter qu'une autre personne soit là. Quel est alors votre point de vue par rapport au rejet de la requête de Jean-Marc Kaboun par la Cour constitutionnelle? La Cour dit que la requête est non fondée. Quel est votre point de vue? Oui, mais la Cour a déjà dit que la requête est recevable mais non fondée. Oui. Pourquoi c'est recevable et non fondé? La Cour a argumenté. Il a dit les actes d'ensemble. Les actes d'ensemble, ce sont des actes qui permettent à l'Assemblée nationale de pouvoir s'organiser, de pouvoir fonctionner. Et ces derniers ne peuvent faire l'objet du contrôle devant les conseils d'État. Est-ce qu'il a l'idée lui-même de surseoir sa décision? Bon, selon ce que nous sommes en train d'écouter, bon, on ne sait pas si ce sont des rumeurs, c'est comme s'il n'a pas vraiment cette idée-là. Mais moi je crois... Au cas contraire, il peut susciter un conflit entre lui et son autorité morale. Du fait qu'il a déjà choisi lui-même un candidat qui devait succéder à Jean-Marc Kaboun. C'est ce que nous avons comme l'impression. Nous avons comme l'impression que le comportement de l'honorable Jean-Marc Kaboun ne va pas de pair avec leur autorité morale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle déjà de l'autorité morale, c'est celui qui est au sommet de vous. Et quand il donne des lignes, des directives, nous devons obtempérer. Nous devons dire, bon, nonobstant ma position, mon point de vue, j'avais déjà initié une telle action, une telle procédure, mais comme mon autorité morale, comme mon chef a décidé autrement, ce que je peux faire, c'est que je puisse surseoir. À moins qu'il y ait, n'est-ce pas, un jet que nous sommes en train de... Un jet politique. Un jet politique dans leur famille. À moins qu'il y ait un jet dans ce sens. Mais s'il n'y a pas un jet, moi je vois déjà une crise entre l'honorable Jean-Marc Kaboun, bien évidemment, et leur autorité morale.
Vous avez évoqué quelque chose au départ, qu'il y a de cela 2 ans, que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, mais rien ne marche. Et s'il revenait encore en 2023, est-ce que les Congolais lui accorderont encore cette occasion de devenir président de la République? Bon, je ne voudrais pas ici prendre la place du peuple congolais parce que c'est lui. Et ton leader de jeunes, et ton toi-même congolais. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Le peuple congolais, c'est un peuple qui vit dans la douleur tous les jours, comme je viens de dire ici. Et il est témoin de tout ce qui se passe. C'est à lui de juger. Si en 2023, il va estimer que le président Fati a bien travaillé, a bien dirigé, moi je crois que le peuple va renouveler sa confiance en lui. Mais déjà, je profite pour vous dire que l'année 2023, c'est une année qui sera très mouvementée dans la sphère politique parce qu'il y aura des élections. Qu'en pensez-vous sur la motion de défiance contre Gilbert Kakoué, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? Cette motion, moi je crois que la motion de défiance contre les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et sécurité, moi je pense qu'à une certaine mesure, la motion a sa raison d'être, considérant le feu des arguments poussés par l'initiative de cette dernière. En tout cas, la motion a sa raison d'être dans une certaine mesure, comme je viens de dire. Si vous pouvez rappeler à l'opinion ces raisons. D'abord, parce que le rôle d'un député, c'est ça. C'est de contrôler, n'est-ce pas, le gouvernement. C'est de contrôler les entreprises publiques, les services publics. Et en dehors de ça, il vote également des lois. Il a également d'autres tâches, le Parlement. Mais s'il faudra rappeler la pourquoabilité de l'introduction ou bien de l'initiative, n'est-ce pas, de cette pétition, il a été relevé par l'initiative de la dite pétition que les députés étaient indignés dans l'optique où, lorsque le Conseil d'État a demandé à l'Assemblée nationale de pouvoir surseoir d'abord les élections pour élire le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale, comme la présidente de l'Assemblée nationale avait déjà estimé, plutôt elle avait déjà pris la décision de pouvoir organiser les élections, et les députés avaient vu le fait pour le Conseil d'État, n'est-ce pas, de leur demander de s'asseoir, c'était une sorte de dictat. En fait, le Conseil d'État a donné des injonctions à l'Assemblée nationale qui est indépendante dans leur fonctionnement, mais le Conseil d'État a donné des injonctions à cette dernière pour pouvoir surseoir les élections. Et les députés ont dit non, nous devons siéger pour élire. Pourquoi? Parce que nous sommes indépendants. Ce qui est tout à fait logique parce qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire. Et tous ces 3 pouvoirs sont séparés. Chaque pouvoir fonctionne à leur manière. Mais il y a une collaboration étroite entre les pouvoirs, les 3 pouvoirs précités. Il y a une collaboration. Mais chaque pouvoir est indépendant. Maintenant, le fait pour le Conseil d'État de pouvoir demander à l'Assemblée nationale de surseoir les élections, c'était vu pour les députés nationaux comme une injonction. Et ils n'ont pas voulu obtempérer, ce qui est tout à fait normal. Et après ça, le Conseil d'État, par les trichements du procureur général près ces conseils, a envoyé la police nationale pour siéger l'Assemblée nationale. Pourtant, madame, si vous disiez... C'était pour assurer la sécurité. Non, non, c'est la violence. La violence. Moi, je vous affirme, je vous confirme que le siège de l'Assemblée nationale a été violé. Le fait
pour les conseils d'État, ou bien pour les procureurs près la cour, plutôt les procureurs près les conseils d'État, le fait pour lui d'envoyer la police à l'Assemblée nationale pour lui parler du peuple, c'était déjà une façon de violer, n'est-ce pas, les sièges de l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est défendu dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est l'article 6, qui dit que le siège de l'Assemblée nationale est inviolable. On ne peut pas violer le siège de l'Assemblée nationale. Selon les conseils d'État, l'Assemblée nationale était déterminée de pouvoir organiser les élections pour élire le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale. Madame, moi, je suis en train de voir que on ne peut pas, n'est-ce pas, attaquer l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale a violé ou bien s'est opposé à la décision du Conseil d'État. Moi, je dis déjà non. Parce qu'il faudra observer jusqu'à la fin. Les fonctions n'étaient pas consommées. Il fallait laisser l'Assemblée nationale siéger, organiser les élections, voter le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, voilà, l'Assemblée nationale s'est opposée à la décision du Conseil d'État. Alors face à cette motion, qu'en pensez-vous? La motion a sa raison d'être, comme je viens de dire. On a interpellé le ministre concerné, qui est Gilbert Kakonde, parce que c'est lui qui est le patron de la police nationale congolaise. Donc, il devrait au député national des explications. Il doit fournir des explications pour pouvoir dire qui a envoyé les policiers pour siéger, pour violer les sièges de l'Assemblée nationale, parce que ces derniers est inviolable. Mais les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale dit aucune autorité administrative, même militaire, aucune ne peut exercer ses prérogatives dans la centre de l'Assemblée nationale sans l'autorisation de la présidente de l'Assemblée nationale. Bon, si c'était de procurer près les cours, plutôt les conseils d'État, comme je viens de dire ici, si c'était lui, en fait, il est autorité administrative, plutôt judiciaire, mais il ne peut pas, n'est-ce pas, exercer ses prérogatives au sein de l'Assemblée nationale sans pour autant bénéficier de l'autorisation de la présidente. Merci beaucoup, cher leader. Nous risquons de dormir ici et de ne pas finir notre émission. Parlons un peu de la CENI. Les confessions religieuses ont choisi le Ronsard Malonda comme successeur de Corneille Nangaa comme président de la CENI. Mais c'est un problème qui se passe au sein de la classe politique. Certaines personnes détestent Ronsard Malonda. Bon, en tout cas, déjà, moi je trouve ça bizarre. Ils vont détester Ronsard Malonda parce qu'il a déjà fait quoi? Ronsard a questionné, M. Ronsard a fait quoi? Il est choisi par les confessions religieuses. Voilà. Jusque-là, il n'est pas encore confirmé comme président de la CENI. Voilà. Il n'est pas encore confirmé. Mais je voudrais d'abord faire un pas en arrière. Vous savez, en 2006, lorsque nous avons connu les premières élections, le cardinal Malumalu, Abbé Malumalu, était également, n'est-ce pas, détesté. Abbé Malumalu, en tant que président de CEI, il n'était pas aimé par le fait président Etienne Tshisekedi, par Jean-Pierre Bemba. En fait, la classe politique ne voulait pas d'Abbé Malumalu. Nous sommes arrivés en 2011 avec le pasteur Daniel Mulunda. En 2011, ces derniers n'étaient pas également aimé. Il a été détesté. Je prends l'exemple de Corneille Nangaa, M. Corneille Nangaa, en 2018. Lorsqu'il a commencé à travailler avec l'avènement des machines à voter et tout le monde voyait Corneille Nangaa travaille pour l'intérêt de l'ancien président Joseph Kabila. Tout le monde voyait ça. Mais lorsqu'on a organisé les élections,
Même l'opposition a fini par utiliser la machine à voter. Même l'opposition a fini par accepter et utiliser la machine à voter. Et l'opposition a remporté les élections qui ont été organisées par quelqu'un qu'on soupçonnait d'être sympathisant de M. Joseph Kabila. Qu'on est dans la GDG. Mais il a proclamé le président Fathi comme le vainqueur des élections. Pourtant, Fathi était candidat de l'opposition. Et le dauphin du président Joseph Kabila, ancien président Joseph Kabila, a échoué aux élections. C'était un candidat de l'opposition. Pour dire que refuser les choix de la confession religieuse, si M. Ronsard Malonda, moi je pense que c'est mettre la charrue avant le bœuf. Ce monsieur, moi je me suis renseigné avant de venir ici autour de ces messieurs. Il est un monsieur costaud en matière électorale, madame. Il est très costaud. Est-ce qu'on a besoin de faire des idées ou bien d'avoir des gens qui sont compétents pour pouvoir bien faire des choses? Monsieur Ronsard Malonda, au sein de la CENI, a une expérience de 15 ans. Parce que je me suis renseigné. Il a une expérience de 15 ans. Il a gravi tous les échelons de la CENI. Jusqu'à ce qu'il était devenu, je crois, secrétaire national exécutif pour le compte de la CENI. À part ça, Ronsard Malonda, d'abord, son arrivée au sein de la CEI en 2006, ou 5 comme ça, son arrivée là-bas, il a été recruté par la SADC au niveau international. Donc, moi, je pense qu'au lieu de beaucoup plus traîner autour des questions pareilles, il faudra réfléchir comment on va faire pour bénéficier de l'expertise de M. Ronsard Malonda. Parce qu'il maîtrise vraiment l'administration de la CENI, les fonctionnements des questions électorales. Il a la maîtrise de ça. Moi, je crois qu'on doit lui donner la chance. Parce que entre sentiment et compétence, entre sentiment et mérite, on doit faire les choix. Quand il y a compétence, quand il y a la méritocratie, il faut accepter et puis choisir la méritocratie. Parmi les gens qui refusent Ronsard Malonda à la tête de la CENI, il y a aussi des jeunes. Lancez un message aux jeunes qui vous suivent. J'ai l'habitude de dire ces derniers temps que nous faisons partie de la jeunesse de l'alternance. Nous devons à un moment donné laisser de voir des choses comme nos aînés ont vu. Vous voyez la contestation des animateurs de la CENI. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis 2006. Et on était encore jeunes. Ceux qui contestent aujourd'hui, ils étaient plus jeunes en 2006. Ils ont grandi et nous les avons remplacés et on continué à contester comme leurs aînés contestaient. En fait, même nous sommes en train d'emboîter les pas alors que je ne mérite pas que nous puissions continuer avec cette lancée, avec cette façon de voir des choses. Ça veut dire, lorsqu'on dit A, et nous tous, nous optons pour Allah. Donc nous sommes en train de vivre dans des rimes. Moi, j'aimerais à ce que nous puissions réfléchir autour des questions avant de prendre des décisions, avant d'accepter que nous soyons emportés par les sentiments. Monsieur Ronsard, c'est un monsieur que je connais de loin et j'ai appris sur lui lorsque son nom a commencé, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, de bruit. J'ai appris sur lui, c'est un monsieur très costaud aux questions électorales. Moi, je crois que nous sommes censés lui donner la chance parce que rien ne prouve qu'il va piloter la CENI comme ses prédécesseurs l'ont fait. Rien ne prouve. Et je me rase que vous, les jeunes comme moi, vous ne pouvez pas voir les choses comme nos aînés. Faisons bien des choses parce que nous sommes en train de construire une nouvelle prochain candidat jeunesse. Déjà en 2023. Oui, déjà en 2023, nous sommes candidats aux élections provinciales et
Et il vous faut vraiment un bon président à la CENI. Il nous faut un bon président à la CENI. Et moi, je crois à la compétence de Rosa Malonda. Voilà. Je crois, pourquoi? Parce qu'il a l'expertise par rapport à ce que j'ai eu à découvert sur lui. Et je crois à ses compétences. Je crois que cette fois-ci, il va bien piloter la CENI et on ne va pas connaître des irrégularités qu'on a eu à connaître il y a trois années électorales passées, si je peux dire ça comme ça. Avec lui, nous espérons les élections municipales. Oui, avec lui, moi j'espère aux élections municipales. Parce que c'est vrai, les moments sont difficiles. Les moments vraiment difficiles. Les pays traversent un moment, encore une fois, difficile, que les autorités font face pour, n'est-ce pas, éradiquer cette pandémie qui fait rage. Et moi, je crois que le problème, c'est qu'il soit d'abord là. Parce que jusque-là, il n'est pas encore là. Le problème, c'est qu'il soit d'abord là. Et puis, des questions et entrer avec la municipalité. Là, on verra comment ça va fonctionner. Merci beaucoup, cher leader. Nous tendons déjà à la fin de notre émission. Dans 2 jours ici, nous serons face au verdict du procès Vital Kamerhe. Est-ce qu'il sera vraiment acquitté? Bon. Je crois par rapport à l'innocence qu'il proclame lui-même, il sera vraiment acquitté. Bon. Déjà, je vais vous dire déjà dès l'entrée de jeu, il n'y a aucune personne, même s'il a commis un fait, même s'il ne l'a pas commis, aucune personne peut accepter qu'il soit, n'est-ce pas, condamné comme ça. C'est tout à fait normal qu'il acclame son innocence, mais moi je pense que la place est maintenant au juge. La place est maintenant au juge parce qu'il n'y a aucun politique, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucun parti politique, il n'y a aucune organisation internationale qui peut faire des dictats à notre justice congolaise. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous puissions faire confiance à la justice congolaise. Vital Kamerhe a effectivement détourné. Est-ce qu'il n'a pas détourné? Moi, je pense que la place, c'est au juge. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission du jour. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous un leader des jeunes au nom de Francis Mosaka qui a essayé d'analyser l'actualité du pays. Je lui laisse encore 30 secondes pour lancer un message fort aux jeunes qui lui suivent. Très chers jeunes Congolais, je vous aime bien. Je vous aime bien, voilà pourquoi c'est depuis 2011 que j'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai opté à pouvoir servir mon pays. Et nous avons pris l'engagement de le servir, c'est depuis 2011. Et nous sommes là, c'est pour lutter pour le bien-être du peuple congolais. Vous avez un jeune qui est en face de vous, il est en train d'œuvrer dans la sphère politique pour pouvoir plaider à votre faveur, pour pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, la lutte qui a été commencée par les aînés, afin que nous puissions sauver notre pays qui est pétri de richesses, mais rien ne marche. Et ce que je peux vous demander, c'est de s'abonner. De s'abonner et alors s'abonner à cette chaîne de façon massive, parce que c'est ici qu'à tout moment vous allez commencer, n'est-ce pas, à avoir des nouvelles sur mes activités, sur ce que nous sommes en train de faire pour votre intérêt. Nous vous aimons bien, nous aimons les Congo, et notre souci, c'est que vous puissiez nous accompagner par rapport à ces combats afin de sauver notre pays, afin que les richesses qui sont sur le sol de notre pays puissent servir à nous et à nos enfants. Merci pour votre attention soutenue. Retrouvons-nous à la prochaine. Bye bye. SWTV, ya bilenge, pe pona bilenge ya Congo.